J'ai su qu'elle avait disparu avant que la police ne daigne décrocher. Le téléphone vibrait encore, sur la table en marbre, face au miroir biseauté où restait l'empreinte de son rouge à lèvres. Dans la baie, les yachts scintillaient, comme des promesses trop chères. Je n'ai vu d'abord qu'une absence, son parfum d'iris brutalement interrompu. On dit qu'une disparition commence par un trou dans la lumière. Le salon, d'ordinaire noyé d'or, paraissait soudain trop vaste, chaque objet devenant suspect. Le verre ébréché, la clé en or blanc oubliée près du coffre, la lettre déchirée dans l'âtre. J'ai appelé son nom. Le silence m'a répondu, poli comme un majordome. La dernière fois que je l'ai vue, elle m'avait glissé « Si je pars, ne me cherche pas, ou pas seul ». Elle riait, mais ses doigts tremblaient autour de la coupe de cristal. Dans ses pupilles brillait une vérité qu'aucun gala ne pouvait masquer. On négocie l'amour à huis clos, on achète le silence en liquide. Dehors, la villa avalait les ombres. On distinguait au portail les silhouettes de deux hommes, costumes sans plis, patience sans âme. Au loin, un moteur a ronronné, puis plus rien. Sur la table, son bracelet de perles manquait, mais la pression de sa présence restait sur ma peau, comme une brûlure de glace. J'ai ouvert le coffre, vide, sauf un étui de velours et une photo Polaroid où 3 mains s'enchevêtraient. Au dos, une date, un pseudonyme et un mot. « Pardonne-moi ». Alors j'ai compris. Ce n'était pas une fuite, c'était un pacte. Et ceux qui l'avaient passé sous silence n'étaient pas des inconnus. Ils avaient nos numéros. Je m'appelle Adrien et je n'étais pas seulement son ami. J'étais l'homme qu'elle appelait quand les lumières devenaient trop vives, le témoin discret de ses rendez-vous au dernier étage, là où les portes s'ouvrent avec des cartes que l'on ne montre pas. Elle me disait qu'avec moi, les miroirs cessaient de mentir. Elle était l'héritière que l'on photographie à distance et que l'on juge de près. Son empire sentait l'acier poli, ses nuits la verveine et le danger. On apprenait à respirer lentement près d'elle, à marcher comme sur un marbre fissuré. L'élégance d'abord, la vérité plus tard. J'ai accepté ce marché trop longtemps. Dans son monde, le pouvoir a des mains gantées. On efface un nom comme on efface une facture. On replace une bague et l'histoire s'aligne. Pourtant, depuis des mois, elle laissait des miettes de clair-obscur. Un reçu d'hôtel particulier, un plan griffonné d'un salon masqué, un prénom interdit chuchoté entre 2 balles. Je croyais connaître ses secrets parce que je les portais. Erreur, je ne portais que leur emballage. La disparition a arraché le ruban. Elle m'a laissé des preuves qui ne se montrent pas dans un tribunal, mais qui brûlent la conscience. Des messages codés, une clé sans serrure, des témoins qui préfèrent l'ombre au serment. Ce soir, je raconte ce que je sais et ce que j'apprends encore. L'héritière n'a pas disparu par hasard, et ceux qui jurent l'aimer pourraient être ses meilleurs geôliers. Restez avec moi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de nous dire en commentaire de quel pays et quelle ville vous nous regardez. Je vous emmène là où l'or pèse moins que le silence. La soirée s'était ouverte comme toutes les autres, un bal où le champagne brillait plus que les étoiles, où chaque rire masquait un contrat signé ailleurs. Elle descendait l'escalier central dans une robe ivoire et je l'ai vue, l'espace d'une seconde, chercher un visage dans la foule. Ce regard m'a traversé comme une lame. On dit que les héritières disparaissent toujours dans le bruit des applaudissements. Mais ce soir-là, c'est le silence qui s'est imposé. Ses pas semblaient suspendus, ses yeux trop vifs. Elle souriait, oui, mais c'était ce sourire qu'on réserve aux ennemis, poli, aiguisé. Je me suis avancé sans savoir que j'allais la voir pour la dernière fois. Elle s'est penchée vers moi, ses lèvres tout près de mon oreille. « Il est là », a-t-elle murmuré, et son parfum d'iris s'est enroulé à mon souffle. Je n'ai pas eu le temps de demander qui. Déjà, elle saluait d'autres invités, ses doigts serrant trop fort la coupe qu'un serveur lui avait tendue. Les regards convergèrent vers elle, comme attirés par une lumière interdite. Mais dans l'ombre des colonnes, j'ai aperçu une silhouette immobile, costume sombre, regard fixe. Je n'avais jamais vu cet homme. Pourtant, il semblait connaître chacun de ses mouvements, comme s'il avait appris par cœur la chorégraphie de ses gestes. La musique a couvert le premier incident. Un verre tombé,
brisée en éclats de cristal. Elle s'est retournée brusquement, le teint pâle. Puis, comme pour dissiper l'inquiétude, elle a ri, un rire trop clair, presque cassant. On l'a félicitée pour sa grâce. Moi, j'ai senti qu'elle perdait pied. Je l'ai suivie discrètement dans le couloir menant au fumoir. Là, les dorures semblaient étouffer le moindre son. Elle s'est arrêtée devant un miroir ancien, a effleuré son reflet du bout des doigts. « Adrien, si je ne reviens pas, souviens-toi de cette nuit. » Sa voix tremblait, mais ses yeux brûlaient d'une résolution farouche. Avant que je ne puisse réagir, 2 femmes l'ont rejointe, élégantes, familières de ses cercles. Elles l'ont entraînée vers un salon privé. J'ai tenté de suivre, mais un garde m'a barré le passage. « Accès restreint », a-t-il dit avec ce ton neutre qui sentait plus l'ordre que la politesse. Les minutes se sont allongées comme des heures. Le murmure des conversations, le cliquetis des verres, tout m'arrivait lointain, irréel. Quand enfin les portes se sont ouvertes, les 2 femmes sont sorties seules, le regard fuyant. Elle, non. On m'a dit qu'elle était partie par une autre issue, mais personne n'a vu ses pas. Dans le jardin, j'ai trouvé son écharpe abandonnée sur une chaise, encore tiède. À côté, un verre à moitié vide portait la marque de son rouge à lèvres. La brise s'est levée, et j'ai cru entendre son rire étouffé comme arraché à la nuit. Mais il n'y avait qu'un silence épais, un silence complice. Ce fut son dernier instant visible, un couloir de marbre, un miroir brisé dans ma mémoire, et une phrase suspendue comme une malédiction. « Souviens-toi de cette nuit. Depuis, je ne cesse de la répéter, comme une prière ou un code. Car dans ces mots, il y avait un aveu, et dans son absence, un crime enveloppé de velours. Après la soirée, je n'ai pas dormi. La villa bruissait encore dans ma mémoire. Les rires feutrés, les pas précipités, et surtout ce salon privé dont elle n'était jamais ressortie. J'ai fouillé mes souvenirs comme on fouille une pièce verrouillée, cherchant des détails oubliés. Chaque image me ramenait à elle et à l'ombre qui la suivait. Le lendemain, j'ai trouvé dans son appartement une enveloppe glissée sous la porte. Pas d'expéditeur, seulement un sceau discret, un lys d'or. À l'intérieur, une lettre froissée, écrite de sa main. « Si tu lis ceci, c'est que j'ai franchi une frontière. Pardonne-moi, mais je ne pouvais pas rompre le pacte. » Le mot « pacte » résonnait comme une lame invisible. Elle m'avait parlé autrefois d'un homme qu'elle n'aurait jamais dû aimer. Un politicien, marié, figure intouchable. Leur histoire avait commencé lors d'un dîner caritatif, dans l'ombre d'une loggia illuminée. J'avais vu son regard ce soir-là. Une étincelle dangereuse, mélange de désir et de peur. Depuis, elle portait ce secret comme un bijou trop lourd. Dans les tiroirs de son bureau, j'ai retrouvé des photographies dissimulées derrière de faux fonds. Des clichés volés de rendez-vous clandestins. Un yacht au large de Capri, une suite d'hôtels particuliers à Paris. Un bal masqué où 2 silhouettes se frôlaient. Les masques ne couvraient pas leurs yeux. On y lisait la complicité et l'abîme. Mais il n'y avait pas que lui. Un autre homme apparaissait dans ces fragments, plus jeune, héritier d'un empire concurrent. Sur une photo, il lui tenait la main dans une chambre dont les rideaux de soie filtraient la lumière. Ses yeux à lui ne connaissaient pas la prudence. Il dévorait les siens comme si le monde pouvait brûler autour. 3 noms, 3 destins liés par elle. Et au centre, un triangle empoisonné où chaque promesse contredisait la précédente. Elle avait juré fidélité à l'un, passion à l'autre et silence à tous. Je comprenais soudain que sa disparition n'était pas une fuite improvisée, mais la conséquence logique d'un tissu de serments brisés. Les objets disparus confirmaient mes doutes. Son collier de saphir, héritage de famille, introuvable. Un carnet de cuir, toujours présent sur son bureau, volatilisé. Et surtout, une clé en or blanc, celle que j'avais vue la nuit du bal, manquait. Ces absences parlaient plus fort que les mots. Elles ouvraient des portes vers ces vérités cachées. Un majordome, discret depuis toujours, m'a confié un soir. Elle recevait des lettres sans signature, livrées par des mains que nous ne connaissions pas. Elle les lisait seule dans le jardin, puis les brûlait. Une fois, j'ai vu ses yeux pleurer sans bruit, mais son sourire tenait encore. Ce témoignage m'a glacé.
Elle avait bâti une forteresse invisible autour d'elle. Plus j'avançais, plus je découvrais une femme fragmentée, héritière d'un empire, amante interdite, confidente de réseaux occultes. Elle jonglait entre des mondes qui ne se croisent jamais sans éclat. Et moi, je n'étais que le spectateur privilégié, condamné à assembler les morceaux sans jamais tenir le tableau complet. Alors je l'ai compris, ces secrets n'étaient pas seulement des histoires d'amour cachées, ils étaient le carburant d'un pouvoir qui dépassait ses propres désirs. Ceux qui partageaient son lit partageaient aussi des trônes invisibles. Et sa disparition n'était plus une énigme sentimentale, mais une affaire d'État, où chaque silence coûtait une vie. On m'avait souvent expliqué que le pouvoir n'habite pas les palais, mais les vestibules où l'on patiente. J'ai attendu dans l'antichambre d'un hôtel particulier, à 2 pas d'un jardin silencieux où les statues détournaient des yeux. Le parquet sentait la cire et la discrétion. Quand la porte s'est ouverte, on m'a prié d'entrer sans prononcer mon nom. Ils étaient 3, assis en demi-cercle, dos à une tapisserie représentant une chasse nocturne. Le politicien, impeccable, caressait le bord d'un verre sans y toucher. À sa droite, le conseiller, un visage taillé dans l'ombre. À sa gauche, un avocat dont les mains semblaient peser plus lourd que sa voix. « Vous avez connu mademoiselle ?» a dit l'avocat. Le tutoiement n'était pas au programme. J'ai répondu que je l'aimais, ce qui n'était pas la question. Le politicien a souri, ce léger déplacement de lèvres qu'on offre aux caméras et aux enterrements. « L'amour est une monnaie tendre », a-t-il soufflé. « Ici, nous réglons en métaux plus durs. » Le conseiller a posé devant moi un dossier ficelé. À l'intérieur, des copies de documents, des photos, des relevés. Tous authentiques, tous accablants pour quelqu'un, jamais pour eux. Ils savaient qu'elle était prise entre 2 feux, une alliance secrète avec l'héritier rival, et ce lien interdit avec l'homme d'État. Elle savait où se trouvait la clé, a murmuré l'avocat. J'ai compris qu'il ne parlait pas d'un objet, mais d'un mécanisme. Le coffre invisible où se gardent les empires. Flux, dérogation, marché qu'on ne publie pas au journal officiel. Elle, avec sa grâce, avait trouvé l'entrée. J'ai demandé « Où est-elle » Le conseiller a reculé sa chaise, comme si la question empestait. Partout et nulle part. Les personnes de sa condition ne disparaissent pas. On les réoriente. Je me suis levé. 2 silhouettes sont apparues derrière moi, promptes et silencieuses. Le politicien a levé la main. « Laissez. Monsieur est un romantique. Il ne casse rien, pour l'instant. » Ils m'ont expliqué le cercle, ces dîners où l'on signe avec des sourires, ces conseils où le vote est un théâtre, ces fondations qui blanchissent le destin au nom du bien commun. Elle en connaissait les couloirs, jusque dans les pièces annexes où les serments changent de température. « Nous l'aimions tous à notre manière », a dit l'avocat. La phrase avait la gorge d'un piège. On m'a proposé un arrangement, renoncer à mes recherches, accepter une version officielle, un départ précipité, une retraite thérapeutique, un voyage discret. En échange, mes affaires respireraient mieux. Crédit dégagé, enquête close, opportunités ouvertes, comme des portes automatiques. Je n'ai pas su si je devais rire ou vomir. Elle vous a choisi pour être son témoin, pas son juge, a conclu le politicien. Je suis parti avec le dossier et le parfum de la menace m'a suivi jusqu'à la rue. Dans la voiture, j'ai feuilleté leurs preuves. On y voyait l'héritière naviguer entre les puissants, sourire à des fantômes couronnés. Mais au dos d'une photo, sa main à elle avait griffonné. Ils confondent les clés avec les serrures. J'ai compris. La clé en or blanc ouvrait bien un coffre, mais le véritable accès résidait ailleurs, dans la parole qu'elle avait tenue à quelqu'un que je ne voyais pas encore. Le soir, au club de la Rive, un pianiste jouait trop lentement. Un homme au veston anthracite s'est assis à ma table sans demander. Elle m'avait prévenu que vous viendriez. Son regard ne clignait pas. Il a posé une carte, un numéro, rien d'autre. Si vous persistez, vous perdrez plus qu'un amour. Je lui ai demandé qui il servait. Le même maître que tout le monde ici, la peur. Puis il a disparu, avalé par la moquette, comme si la pièce l'avait digéré. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'elle. Elle se tenait au bord d'un bassin noir, tenant la clé entre 2 doigts. Ce qu'ils appellent cercle n'est qu'une cage dessinée à la craie, a-t-elle soufflé. Il suffit d'un peu d'eau
pour effacer les lignes. Au réveil, ma décision était prise. Je ne négocierai pas son absence. Je contournerai le cercle, j'entrerai par les cuisines, je parlerai aux mains invisibles. Car si le pouvoir détient les serrures, c'est que quelqu'un, quelque part, forge encore les clés. Les jours suivants furent une chasse aux ombres. Chaque indice me conduisait à une porte close. Chaque témoin se rétractait dès que j'évoquais son nom. Les archives officielles, consultées à la hâte, ne portaient plus sa trace, comme si elle n'avait jamais existé. Pourtant, son rire résonnait encore dans ma mémoire, assez fort pour me pousser à braver les murs de silence. J'ai commencé par le yacht. Le capitaine, un vieil homme au regard fatigué, m'a reçu dans sa cabine. « Elle est montée à bord 3 fois, a-t-il dit. Jamais seule, toujours escortée par 2 hommes qui parlaient peu. Quand je lui ai demandé leur identité, il a secoué la tête. « On ne donne pas de nom, monsieur. Pas si l'on veut encore naviguer. » À l'hôtel particulier, le réceptionniste m'a souri avec une politesse trop froide. Il m'a remis un registre immaculé, aucune trace de ses séjours. Pourtant, la gouvernante m'a glissé en cachette un carnet oublié, contenant un dessin griffonné, une rose traversée par une épée. Je connaissais ce symbole. C'était celui d'un cercle d'affaires parallèle, où se scellaient des accords qu'aucune loi ne surveillait. Chaque fois que je m'approchais d'un témoin, une main invisible intervenait. Un journaliste ami prêt à m'aider a vu son bureau cambriolé. Un notaire discret a soudain refusé de me parler, sa voix brisée par la peur. Même mon téléphone sonnait de coups muets, respirations anonymes, menaces déguisées en silence. On m'empêchait d'avancer, mais je n'ai pas reculé. J'ai alors retrouvé la clé en or blanc, ou plutôt son double. Un antiquaire de la rive gauche me l'a vendue en chuchotant. Elle m'a demandé de la reproduire. Le métal froid dans ma main vibrait comme une énigme. La vraie clé était ailleurs, mais ce double confirmait qu'elle préparait une sortie qu'on lui avait refusée. Au crépuscule, j'ai suivi une piste vers une villa isolée sur la côte. Derrière les grilles, les vitres fumées cachèrent des silhouettes mouvantes. Je suis resté des heures à observer, notant les allées et venues. Voiture noire, plaques masquées, invités vêtus de noir. J'ai reconnu l'un des hommes de la soirée, celui qui la fixait dans l'ombre. Mon sang s'est glacé. J'ai tenté d'approcher. À peine avais-je franchi la barrière qu'une main m'a saisi par l'épaule. « Vous n'avez rien vu », a dit une voix basse. 2 hommes m'ont raccompagné à ma voiture. Pas de violence, mais une menace palpable, une certitude. Si je revenais, je ne ressortirais pas. J'ai roulé toute la nuit, incapable de fermer l'œil, persuadé d'être suivi. Dans mes recherches, je suis tombé sur un dossier oublié. Un contrat de fondation, signé de son nom. La date coïncidait avec sa disparition. À la marge, une annotation manuscrite. Tout est déjà écrit. Et j'ai compris que cette fondation n'était pas une œuvre de charité, mais un écran pour blanchir des transactions invisibles. Elle s'était retrouvée au cœur d'un trafic de secrets. Les pistes m'amenaient toujours au même constat. Ceux qui la détenaient n'étaient-ce pas des ravisseurs, mais des partenaires blessés. Elle avait franchi la ligne entre complicité et trahison. Elle détenait trop de vérité, trop de promesses brisées. Sa disparition était une mise sous silence orchestrée par ceux qui l'avaient aimée et trahi tout à la fois. Et moi, je marchais au bord du gouffre. Chaque pas sur ces pistes interdites me rapprochait d'une vérité dangereuse, une vérité qui pouvait me faire taire à mon tour. Pourtant, je ne pouvais plus reculer. Son visage m'habitait comme un serment. Si elle avait disparu dans les ombres, je devais être la lumière qui ose les nommer. Les jours ont cessé de se distinguer. Je vivais dans une succession de couloirs obscurs, de portes fermées et de visages qui se détournaient. Pourtant, une certitude grandissait. Elle avait laissé une piste volontaire, un fil discret que seuls ses proches pouvaient suivre. J'étais ce fil, tendu à se rompre. C'est dans une chapelle abandonnée, au bord de la mer, que j'ai trouvé la première véritable révélation. Derrière l'autel fissuré, un coffret dissimulé attendait. À l'intérieur, des lettres, scellées de sa main. Chaque page racontait ses dilemmes, ses amours interdits, ses pactes avec ceux qui régnaient. Elle écrivait « On ne disparaît pas, Adrien, on nous efface ». J'ai lu ces mots avec la gorge serrée.
Elle avouait avoir été le centre d'un réseau secret, un lien fragile entre politiciens, héritiers et financiers. Chacun la voulait non pour elle-même, mais pour ce qu'elle représentait, un pont entre fortune et promesse. Elle en était prisonnière, mais aussi gardienne. « J'ai cru pouvoir aimer », disait-elle, « mais j'ai trahi en silence. » Une photographie accompagnait la dernière lettre. On y voyait elle, debout sur le pont d'un yacht, entre les deux hommes que je connaissais déjà. Elle souriait, mais ses yeux hurlaient. Au dos, une inscription « Le cercle n'est pas éternel, brise-le ». Ces mots étaient un testament, une injonction à défier ce qu'elle n'avait pas pu renverser. En creusant davantage, j'ai découvert que sa disparition coïncidait avec une réunion secrète dans cette villa où l'on m'avait interdit l'entrée. Une transaction décisive devait s'y conclure. Partage de territoire, mariages arrangés, alliances cimentées. Elle avait refusé de jouer son rôle de pion. Sa punition fut l'effacement. Les témoignages de ceux qui avaient osé parler étaient clairs. Elle avait tenté de fuir. La clé en or blanc ouvrait un coffre contenant des documents explosifs, contrats, enregistrements, preuves d'un système qui liait pouvoir et luxure dans une danse macabre. Elle voulait les rendre publics. C'était sa rébellion, son chant du cygne. Mais le cercle l'avait devancée. Il l'avait conduite loin, dans un lieu où l'on n'existe plus que comme un souvenir effacé. Certains disaient qu'elle avait été envoyée à l'étranger sous une nouvelle identité. D'autres murmuraient qu'elle reposait déjà sous les fondations d'un palais. Je n'ai trouvé aucune certitude, seulement l'écho de sa voix dans mes nuits. J'ai compris alors que la vérité n'était pas de savoir où elle était, mais pourquoi elle avait disparu. Elle avait menacé l'équilibre fragile de ceux qui gouvernent dans l'ombre. Elle avait aimé trop fort, parlé trop près, promis trop loin. Et moi, je ne pouvais plus ignorer que j'étais l'un des rares à porter ses confidences. Le dernier indice fut le plus cruel. Une bague gravée de ses initiales retrouvée dans un coffre anonyme à la banque. Avec elle, une note « Adrien, n'arrête pas ». Ces mots, écrits d'une main tremblée, étaient à la fois une bénédiction et une condamnation. Car continuer, c'était m'exposer à la même disparition. Ce soir-là, en refermant le coffret, j'ai compris que sa vérité resterait enfouie, non parce qu'elle était introuvable, mais parce qu'elle était trop dangereuse pour ceux qui règnent. Pourtant, une part d'elle vivrait tant que je parlerais. Elle avait été effacée du monde visible, mais dans ma voix, dans cette confession, elle survivrait. Et peut-être qu'un jour, la lumière rattraperait enfin leurs ombres. Aujourd'hui encore, je marche avec son absence comme on porte un fardeau invisible. L'héritière disparue n'est plus seulement un mystère mondain. Elle est devenue une cicatrice gravée dans ma mémoire. Son rire, ses regards, ses confidences murmurées entre deux balles m'habitent comme des fantômes que je n'ai pas su protéger. Sa disparition a brisé plus que des certitudes. Elle a fracturé ma propre loyauté. Je me demande parfois si la justice sait reconnaître les silences imposés. Si le pouvoir peut un jour rendre ce qu'il a volé. Car au-delà des coffres scellés et des clés d'or, c'est une âme qui s'est effacée. Et je reste le témoin d'un pacte que je n'ai pas signé, mais qui m'enchaîne pourtant. Elle m'avait choisi pour porter son histoire, et c'est ce que je fais aujourd'hui, malgré la peur et les ombres. Peut-être que vous aussi, en écoutant ces mots, vous sentez le poids du secret. Peut-être qu'un jour, une vérité surgira plus forte que leurs mensonges. En attendant, je vous invite à rester avec moi, car d'autres disparitions hantent ce monde doré. D'autres silences réclament une voix. La prochaine histoire vous attend déjà, dans l'ombre des palais et des promesses brisées.